Chapitre 20. Le Shuttle, quelque part sous la Manche, dimanche 18 octobre 2015, 13h53. Vous dormez? Malo mit quelques secondes à trouver un sens à ces mots qui se frayaient lentement un passage dans ses oreilles jusqu'à son cerveau, comme de la confiture coulant le long du pot. « Non, » répondit-il avec une mauvaise foi éhontée. « Tant mieux, » approuva mademoiselle Mignon. « Vous avez continué à décoder le carnet ?» Il se désengluait doucement. Après avoir retrouvé la voiture d'Albert, ils avaient gagné la gare du Nord, avaient garé le précieux véhicule dans un parking surveillé. Albert n'aurait pas lâché l'affaire autrement, et la tête d'enterrement qu'il faisait en abandonnant son engin dans ce sous-sol parisien vous aurait presque tiré des larmes. Ayant, pour cette fois, laissé le volant à Albert, il avait profité du court trajet pour téléphoner à l'hôpital de Clermont, où Karl avait été transféré, afin de prendre de ses nouvelles. Il avait été rassuré quand une infirmière lui avait appris qu'il avait été opéré et que ses jours n'étaient plus en danger. Une bonne convalescence était toutefois à envisager. Il dormait actuellement. À la pensée de son ami, si jovial et débordant de vie, cloué sur un lit et recouvert de bandages, il avait senti une nouvelle bouffée de colère l'envahir, et sa détermination s'en renforçait d'autant. Ils avaient rejoint la gare, avaient réussi à acheter 3 tickets pour le prochain shuttle en partance pour Londres, et avaient passé les contrôles douaniers. C'était l'épreuve de vérité, et Malo craignait le pire en arrivant au poste. Si Damien avait fait ce qu'il fallait, tout devrait bien se passer. Dans le cas contraire, il ne se voyait pas abandonner son arme à des fonctionnaires zélés, surtout après s'être frotté à leur meurtrier. La prochaine fois qu'il se retrouvait en face de lui, il ne lui laisserait pas l'occasion de s'approcher. Et bien sûr, ce fut un pataquès. La suspicion et la paranoïa régnant en maître depuis la dernière vague d'attentats, et les Britanniques ne craignant rien davantage que de laisser pénétrer sur leur sol de dangereux terroristes en provenance du continent, la tête que firent les douaniers quand il posa son automatique dans le bac avec un air bravache fit son petit effet. Même avec sa carte de police et ses papiers, il fallut bien une demi-heure pour qu'on joigne son frère et que soient remplies les 1001 formalités administratives qui devaient lui permettre de passer les portillons en possession de son arme. Il avait fini par croire qu'on le bloquerait là et commençait, lui aussi, à perdre son calme, quand on lui rendit ses papiers, puis son feu, en lui spécifiant bien que ce serait une très mauvaise idée de s'en servir sur le territoire de sa très gracieuse majesté. Albert, lui, n'avait pas d'arme, il n'en portait jamais, ou presque. Il fallait bien avouer qu'avec les battoirs qui lui tenaient lieu de main et la carrure d'ours qui était la sienne, une arme devenait inutile dès qu'il arrivait au contact de la personne. Malo prenait en pitié celui qui aurait voulu se mesurer à se réchapper de la dernière ère glaciaire. Et pour l'avoir vu à l'œuvre à l'entraînement, Malo savait qu'Albert avait autant d'aptitude pour le tir au pistolet qu'un orang-outan pour le patin à glace. Il valait mieux pour tout le monde de ne pas confier une arme à feu à ces énormes mains bien intentionnées. On ne peut pas être doué en tout. Coller des mornifs ou tirer à l'automatique, Albert avait choisi. Il passa donc le portique en se voûtant, sous le regard un peu inquiet des douaniers qui ne devaient pas voir tous les jours un tel morceau, inquiétude partagée d'ailleurs, tant Albert se sentait déjà en terre étrangère, à peine franchi le marquage au sol et les contrôles. Il présenta son petit sac à dos qu'il avait catégoriquement refusé de laisser dans la voiture. Malo, qui ignorait ce qu'il avait bien pu y mettre et redoutait le pire, surveillait l'opération de loin. S'il s'y trouvait 1 kilo de Cantal ou de saucisson, ça risquait de poser problème. Malo avait donc vu, avec une certaine angoisse, les douaniers, aussi bien français qu'anglais, ouvrir le sac, regarder ce qu'il y avait dedans, et sourire d'une oreille à l'autre. Quelques secondes plus tard, ils échangeaient des plaisanteries avec Albert et lui serrèrent même la pogne quand il s'en alla, à croire qu'ils étaient les meilleurs copains du monde. Pour mademoiselle Mignon, les choses se firent en douceur. Malo, qui surveillait le manège de l'enseignante, ses attitudes, ses poses savamment étudiées,
Ses mimiques ingénues en demeura admiratif. Non, décidément, elle était très forte. Une fois encore, en regardant sa petite silhouette si bien mise en valeur par son jean diabolique et son court blouson de cuir noir cintré, il se prit à regretter de ne pas avoir eu une prof comme elle. Sûr qu'il aurait été plus attentif. Il aurait demandé du rap de Commune de Paris, des heures sup de révolution. Sa vie en aurait été changée. Non qu'il n'ait pas aimé l'histoire, mais avec une prêtresse comme celle-là, même la Russie stalinienne aurait pris des airs plus réjouissants. C'était le genre de prof à qui tous les élèves mâles bourrés de testostérone jusqu'aux oreilles devaient rêver de composer un petit poème porno. Et il l'avait certainement fait. Cette enseignante qui, alors qu'il rattrapait tranquillement sa nuit, après avoir fait embarquer Albert dans le shuttle, avec la sensation de faire entrer un chat de plus de 100 kilos dans une voiture, le réveillait en sursaut avec l'expression de celle qui vient de surprendre le cancre du fond en train de roupiller contre le radiateur. Elle ne se reposait donc jamais. Malo finissait par en douter. Bien sûr que j'ai continué. Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que l'un de vous deux soit capable de traduire le latin médiéval. Dans sa bouche, le mot « corriger » en devenait presque indécent. Malo en avait la gorge sèche. Inutile de vous corriger, mademoiselle, je n'en suis absolument pas capable. Et je ne pense pas prendre un grand risque en affirmant qu'Albert en est incapable lui aussi. Le regard qu'elle lui lança le dédommagea de son réveil brutal. Il ajouta. Cessez le feu, s'il vous plaît, je suis fatigué et vraiment pas d'humeur pour ces petites joutes verbales. Soit vous me dites ce que vous avez découvert, soit vous me laissez dormir, mais ne vous faites pas prier, je ne suis pas d'humeur. Le visage de l'enseignante, tourné vers lui, refléta à la fois la surprise et la reconnaissance, comme une escrimeuse prenant la mesure de son adversaire et l'appréciant à sa juste valeur. Il s'attendait à un refus, à un mur, une réflexion cinglante. Il fut donc surpris de voir un sourire relever les lèvres charnues de son interlocutrice. Voilà qui est mieux. J'ai éveillé votre intérêt ? Il concéda à contre-cœur. Oui. Le sourire s'élargit. Bien. Alors je vous présente la suite. Elle jouait avec lui, attendant qu'il lui demande de lire ce qu'elle avait traduit, et lui montre qu'il avait besoin d'elle, ce qui, à son grand âme, était tout à fait vrai. Il grogna à nouveau. Oui. Pardon ? Je ne vous ai pas entendu. Elle poussait, là. Oui, répéta-t-il en faisant un effort titanesque pour retenir une nouvelle remarque. Elle hocha la tête, visiblement satisfaite de la réponse, comme l'institutrice qui a repris un élève récalcitrant. Malo, lui, bouillait intérieurement. Elle prit tout son temps pour ouvrir son petit calepin, chercher la bonne page. Où nous en étions-nous arrêtés déjà ? Je ne me rappelle plus. Vous ne croyez pas que vous poussez un peu ? Elle lui renvoya un nouveau sourire, ses yeux fauves pétillaient d'une lueur de triomphe. « Je vous demande pardon ?» Albert lui sauva la mise depuis le siège où il se trouvait, juste face à eux, derrière la tablette qui les séparait et où il avait calé sa grande carcasse à côté d'une petite mamie anglaise qui, fort heureusement pour elle, ne prenait pas beaucoup de place, et s'était repliée vers la fenêtre en surveillant d'un œil inquiet le colosse Arverne. Il exigea. « Oui, mademoiselle, la suite, s'il vous plaît. Vous nous avez laissé, comme qui dirait, sur notre faim. » C'était dit avec une telle spontanéité, celle d'un gosse réclamant sa lecture du soir et la force d'une corne de brume, que même Malo ne put s'empêcher de sourire. La petite mamie avait relevé les yeux du polar qu'elle lisait jusqu'à présent, un Patricia Cornwell, et jeté un regard curieux à l'Hercule Cantalou qui lui tenait lieu de compagnon de voyage. Malo, conscient que la moitié du wagon devait faire de même, et peu désireux d'attirer sur eux plus d'attention que nécessaire, adressa à sa voisine un regard suppliant. L'enseignante se saisit de son Moleskine et demanda à nouveau. « Où nous en étions-nous arrêtés ?» Albert, une fois encore, lui sauva la mise. « Quand Gerbert accepte de devenir disciple de Haton, l'évêque de Vic, en Aragon. » Elle lança à Malo un regard railleur. « Eh bien, il y en a au moins un qui suit. »« Ça va, » grogna Malo sous le sourire narquois de mademoiselle Mignon, qui se tourna vers Albert. « Merci, je vois que vous êtes très attentif. »« J'adore qu'on me raconte des histoires, » avoua le colosse en rougissant légèrement.
Quand j'étais gosse, on se rassemblait près de la cheminée le soir, une tradition de famille, et mon grand-père nous racontait une histoire. Il avait une façon de la raconter, vous savez, on avait l'impression d'y être. C'était rudement mieux que la télé. Il en avait encore plein les yeux, Albert, comme une étincelle d'enfance revenue dans ce corps d'adulte. Malo, touché, voyait son subordonné sous un jour nouveau. Des fois, elle faisait vraiment peur, ajoutait déjà le géant, le regard lointain. On se cachait dans les jupes des mamans, je me rappelle. Il y en avait une, celle sur une bête. Pas celle du Gévaudan, hein, une autre. Elle nous fichait une de ses trouilles. Et pourtant, on la lui redemandait tout le temps. Faut croire qu'on aimait ça, avoir peur. Il s'interrogeait, Albert, perplexe. Malo, qui l'observait, découvrait avec surprise à travers lui, et pour la première fois, tout un monde qu'il croyait ne plus exister que dans les films ou la littérature. Il unissait le soir pour se faire frémir avec des contes plus ou moins véridiques ou affabulés. Un monde qui le faisait à son tour rêver, lui, le gosse de la ville biberonné à la télé, qui n'avait jamais connu le frisson en commun des soirs au coin de l'âtre, dans les odeurs de fumée. Mais déjà, en un murmure soyeux, envoûtant, mademoiselle Mignon commençait sa lecture. Je devins donc le disciple de l'évêque Hatton et j'appris tout ce qu'il y avait à savoir dans ce monastère. J'eus accès à la bibliothèque de Ripoll, où les moines traduisaient de l'arabe les textes des anciens philosophes grecs ou latins, ainsi que des traités d'algèbre, de musique. Je les dévorai tous avec un insatiable appétit de connaissance. On me dit que jamais on n'avait vu frère lire et retenir plus vite que moi. Certains commençaient même à me regarder comme un animal curieux. Pire encore, un possédé du démon. J'appris le grec avec une facilité insolente. Pour moi, les langues, comme les mathématiques, la musique ou toutes les autres matières du quadrivium, semblaient aller de soi. Je pus découvrir Virgile, les traductions latines d'Hérodote, de Porphyre de Tyr, Cicéron et surtout Boès. Je m'initiai aussi à l'arithmétique et aux nombres décimaux qu'utilisaient les marchands arabes de Barcelone. Grâce aux chiffres arabes, je créai à partir d'un abaque classique un nouveau système permettant d'effectuer les multiplications et les divisions, ce qui impressionna grandement mon maître, qui ne tarissait plus d'éloges à mon sujet. « Quoi » demanda Albert. « Un sabraque » Un sourire releva les lèvres de l'enseignante alors que Malo jurait intérieurement contre l'interruption intempestive. Une table à calcul, une sorte de table tracée sur papier ou sur du sable, ou n'importe quel support, sur lequel on plaçait ou déplaçait des jetons numérotés pour effectuer les opérations, comme un boulier, expliqua mademoiselle Mignon avec bonne grâce. Elle adressa un regard à Albert pour s'assurer qu'il avait bien compris. Ce dernier s'empressa de hocher la tête. Malo, qui l'observait, remarqua alors que sa voisine, la petite mamie anglaise, du moins l'avait-il cataloguée comme anglaise, seule une anglaise pouvait s'habiller de cette manière extraordinaire, pas de mauvais goût, non, ni négligé, mais avec un total mépris de l'élégance au profit du confort, avait cessé sa lecture et paraissait s'intéresser, elle aussi, aux paroles de l'enseignante. Après tout, quel mal y a-t-il à cela, conclut-il. Déjà mademoiselle Mignon reprenait, de cette voix surprenante, habitée d'un feu ardent. Il n'y en avait jamais assez. La moindre question à laquelle je trouvais une réponse en amenait aussitôt 10 autres, et m'ouvrait des champs infinis de possibilités de connaissances. Je me passionnais également pour la musique et l'astronomie. J'étonnais et effrayais certains de mes frères en construisant un orgue, des horloges, des astrolabes. On commençait à chuchoter dans mon dos que j'étais soit béni du Seigneur, soit possédé par le démon. Albert siffla. « Ça, c'est un gars de la vallée. Vous avez vu un peu ce qu'il savait faire ?» Malo leva une fois encore les yeux au ciel. Mademoiselle Mignon poursuivait, comme si elle n'avait pas entendu. J'ai impressionné tellement mon maître qu'il finit un jour par me révéler un de ses plus grands secrets. Il me conduisit dans ses appartements, ceux du père supérieur, et là me dévoila un logement secret dans le mur, derrière une pierre, dont il tira, avec 1000 précautions, un objet enveloppé dans une étoffe qu'il déposa sur son bureau, avant de se tourner vers moi, de m'observer longuement, comme s'il pesait une décision lourde de conséquences.
Ce que tu vas voir maintenant, me dit-il, avec une voix que je ne lui connaissais pas, peu d'hommes en ce monde l'ont vu depuis plus de 2000 ans. L'enseignante se tut pour reprendre son souffle, leva vers eux un regard enfiévré, comme prise, elle aussi, par l'histoire qu'elle racontait. Tous, y compris la petite mamie au visage de vieille pomme souriante, qui devait visiblement comprendre le français, mais peut-être après tout était-elle française, étaient pendus à ses lèvres. Mademoiselle Mignon lança un coup d'œil en direction de Malot et d'Albert, qui s'étaient penchés par-dessus la tablette pour mieux entendre. Satisfaite de son auditoire, elle replongea dans ses notes. Avec les mêmes gestes qu'il aurait eus pour une sainte relique, il déplia le tissu pour dévoiler un objet extraordinaire. Elle les fit patienter. En comédienne qu'elle était, elle soignait ses effets. Elle aurait peut-être fait durer le plaisir un peu plus longtemps que nécessaire, mais une voix féminine, teintée d'un zeste d'accent britannique, la relança. « Oh, dear mademoiselle, ne nous faites pas languir, c'est passionnant, et tellement bien conté. On croirait que vous y étiez. » La petite mamie fixait mademoiselle Mignon d'un regard brûlant d'impatience. C'était bien une Anglaise, finalement, songea Malot en se demandant comment il avait pu en douter. Elle lui adressa un grand sourire. Elle était, eh bien, exactement comme on imaginait une petite mamie anglaise. Mademoiselle Mignon en fut tellement surprise qu'elle oublia de protester. « Merci, madame. Miss Boyd, » la renseigna la charmante citoyenne de sa gracieuse majesté. « Allez, nous vous attendons. » Mademoiselle Mignon adressa à Malot un regard à la fois amusé et interrogateur. Il se contenta de hocher la tête. Elle replongea une fois encore dans ses notes. C'était une main humaine, la plus grande que j'aie jamais vue. Mais ce n'était pas cela le plus étonnant. Non. Le plus surprenant, c'était sa nature, car cette main, articulée avec la plus grande finesse, jusqu'à la moindre phalange, était entièrement constituée d'un métal doré, avec une nuance rousse, pas de l'or, mais pas du cuivre non plus. La flamme de la bougie qui éclairait la pièce, allumée sur l'objet de singuliers reflets, lui prêtait une vie factice. On aurait dit que la main allait s'animer. Il m'avait parlé de l'homonculus de métal, bien sûr, de l'histoire des 9 supérieurs inconnus, de leur héritage, et je l'avais cru. Mais c'était une chose de croire, une autre de voir. J'avais maintenant sous les yeux la preuve irréfutable de ce qu'il m'avait raconté. Elle les tenait si bien cette fois que pas un n'éleva d'objection quand elle s'interrompit une nouvelle fois pour boire un peu d'eau avant de reprendre. Il me précisa que ce membre était, comme je l'avais deviné, un des 9 morceaux de l'homonculus qu'Asoka avait fait démembrer. Quand, fasciné, je lui demandai en quel métal il était forgé, il me répondit qu'il s'agissait d'oricalque, cet alliage quasi indestructible que seuls avaient su forger ceux qui avaient créé l'homonculus. Il y avait fort longtemps. Cette civilisation brillante qui avait disparu sous les flots et dont les 9 supérieurs inconnus étaient les derniers dépositaires du terrible savoir. « Non, j'y crois pas, » grommela Malot. « Les Atlantes. » Mademoiselle Mignon hocha la tête. « Le nom Atlante n'est jamais employé dans le texte. Peut-être Gerbert l'ignorait-il, mais la mention de l'oricalque le laisse supposer, oui. »« Je continue » demanda-t-elle après un instant. Malot acquiesça sobrement d'un hochement de tête. Miss Boyd, elle, se montra plus empressée. « Of course, miss. » L'enseignante reprit donc. C'est devant ce fragment de chimère qu'il me fit asseoir et me donna la première leçon de son propre savoir. Un savoir à la fois fabuleux et redoutable. Celui de prévoir, par une suite de calculs, le devenir des sociétés et leur fin. Malot siffla. Rien que ça. Chut, lui intima Miss Boyd avec un grand sourire et un doigt sur la bouche. Mademoiselle Mignon, après lui avoir jeté par en dessous un regard malicieux, poursuivit. Il m'apprit tout ce qu'il savait, et il continua quand nous voyageâmes jusqu'à Rome pour poursuivre mon enseignement dans les matières plus traditionnelles et me présenter au pape Jean XIII. Sacrée promotion, commenta Malot.
Les deux autres auditeurs lui firent comprendre, sans un mot, que ce n'était pas le moment d'interrompre la narratrice. Ces calculs étaient, d'après ce que m'affirma mon maître, d'une extraordinaire intelligence et d'une grande complexité. Pourtant, à son grand étonnement, je les maîtrisais sans la moindre difficulté. S'il avait été de nature envieuse, me confia-t-il une fois, il aurait été jaloux de la facilité avec laquelle j'assimilais ce savoir et le manipulais. Ça en était, me confia-t-il, presque inquiétant. J'ai toujours eu des facilités avec l'algèbre. Pour moi, il s'agit d'un jeu. Les calculs les plus complexes, loin de m'effrayer, piquent au contraire ma curiosité. Si bien pris par le récit de l'enseignante, ils ne remarquèrent même pas que le train venait de sortir du tunnel et qu'il évoluait à présent dans une verte campagne sous un ciel plombé. La voix de mademoiselle Mignon, celle qu'elle prêtait à cet homme mort depuis plus de 1000 ans, les emportait à nouveau. Quand il eut fini de m'enseigner le savoir qu'il désirait m'inculquer, et pour s'assurer que je le possédais, il me demanda de l'appliquer à la société dans laquelle nous vivions. Je me mis donc au travail. Il m'avait demandé de prévoir le devenir de notre société pour les 300 ans à venir. Mais je fis plus, bien plus. Je poursuivais le calcul sur les 1000 ans qui suivraient, jusqu'à... L'enseignante se tut un long, très long moment, et leva les yeux vers Malot, comme si elle voulait s'assurer d'avoir son aval avant de poursuivre. « Jusqu'à quoi ?» demanda-t-il, alors que le silence s'éternisait, se faisait oppressant. Face à lui, il devinait les attentions conjuguées d'Albert et de Miss Boyd. Sous le poids de ces 3 regards braqués sur elle, mademoiselle Mignon finit par achever. Jusqu'à l'horizon de l'an 2050-2100, lorsque, selon les calculs que j'avais effectués, la civilisation à laquelle avait abouti notre évolution s'effondrerait, et avec elle, toute vie à la surface d'un monde ravagé par la surexploitation et la surpopulation.